Salut à tous, c'est Joey. La confiture est bonne, la viande est bonne, le matin est là. Le ciel est bleu, Ross, et moi j'ai pris mon pied hier. Alors, ça roule? Retrouvez-moi tout de suite dans Voix Ouf avec Manon, Thomas et Vincent. Allô? Quelle joie d'entendre ta voix. C'est à moi que tu parles? Allô, y'a personne au bout du fil? On doit pas être sur la même longueur d'onde. Quelle est cette voix qui, dès l'aurore, si gracieusement me salue? Très joli. En vert en plus. Qui est le tordu qui a dit ça? Salut à tous et bienvenue dans Voix Ouf, l'émission qui met en lumière les métiers de l'ombre de l'univers du doublage français. Aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre, on a un invité de marque, et c'est rien de le dire, car c'est le comédien Marc Lesser, voix française de Joey dans Friends, entre autres. Comment ça va, Marc ? Ça va plutôt pas mal. Déjà, je vous ai trouvé, je suis content. on est bien là. Ouais, on est bien, on est à la cave, tout va bien. Il fait frais. Alors, à nos côtés, comme d'habitude, celle qui a le super pouvoir de reconnaître toutes les voix françaises, Manon Maroufi. Salut Manon. Salut. Et nous avons aussi celui qui est passionné par la VF et la bonne bière, Thomas Imbert. Salut Thomas. Salut. Et moi, je suis Vincent Formica, initial VF. Donc le destin m'a un peu choisi. Ah, pas mal, oui, j'avais pas pensé à ça. Bien. Et donc pour cette première partie d'émission, on va évidemment parler de Joey, le personnage emblématique de Friends que tu as doublé pendant 8 saisons. Ouais. Et on s'écoute un petit extrait et on en parle après. Oh, c'est rien du tout. Moi, ce que je fais, c'est de regarder la femme de bas en haut et je lui dis « Salut. Alors, ça roule? Oh, arrête. Salut. Alors, ça roule? » Ce petit extrait est tiré de l'épisode 13 de la saison 4 avec la fameuse phrase de drague devenue culte de Joey. Ouais. C'est un personnage extrêmement populaire que tu as récemment retrouvé pour les retrouvailles de Friends. Ouais. Comment t'es revenu un peu dans la peau de Joey après plusieurs années? Très facilement, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Ce qui m'a aidé quand même, c'est que moi j'ai redoublé Matt Leblanc depuis. Dans 2 séries surtout, donc ça aide. Et il est quand même un peu toujours dans la même veine quant à son jeu. Tiens, d'ailleurs, regardez cette série qui est passée un petit peu inaperçue, qui s'appelle Épisode. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter en VF, vous pouvez la regarder en VO. C'est un petit bijou où il se moque de lui-même. Il caricature en fait Matt Leblanc, qui est très connu, mais qui a plus de boulot parce qu'il est connu en tant que Joey. Et il est juste parfait. Il assume très bien. Il a ce côté clown. C'est un clown, c'est un vrai clown. Et c'est génial ce qu'il fait. Donc ça n'a pas été compliqué de les retrouver. J'étais pas surpris qu'ils aient changé, évidemment, parce que c'est normal, tout le monde change, moi aussi. Et voilà. Pour juste la petite histoire, parce que là, avec l'extrait que tu viens de passer, là, je dis salut, ça va, ça roule. En fait, je me rends compte, parce que j'ai entendu aussi dans l'épisode Retrouvailles, on a fait, je crois que là, c'était Comment ça va. Il y a eu plein de versions différentes. Et ça a mis quelques années à se fixer. Eux, tout de suite, ils ont eu ce leitmotiv. Hey, how you doing? Voilà. Et je pense que nous, après, en fait, on disait salut, ça va toi. Mais il y a dû avoir plusieurs versions. Et ça vient surtout du fait qu'on n'avait pas de vision sur ce qui se passait dans les épisodes qui allaient venir. Et il n'y avait pas Internet, les petits-enfants à l'époque. On ne pouvait pas aller chercher des informations, ça n'existait pas. Et du coup, personne nous a dit que ça allait devenir son gimmick, quoi, en fait. Donc, si ça se trouve, chaque fois, à cause du synchronisme, on a essayé de trouver le truc qui collait le mieux. Et c'était marrant parce que du coup, j'ai entendu plusieurs versions du gimmick, quoi. Mais ça marche quand même. Clairement. Et justement, est-ce que tu t'as senti, toi, que tu as évolué aussi en même temps que Matt Leblanc? J'ai quand même vieilli, la voix a un petit peu changé, pas trop. La voix a quand même changé. Et puis lui, il est comme moi, il a pris du poids, tout ça, donc il faut le remplir. mais je trouve que... Alors, c'est aussi ce que les gens me disent. C'est toujours difficile d'avoir du recul sur son travail. Moi, je suis très critique, en plus, par rapport à ce que je fais. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas, je le retrouve facilement. C'est toujours agréable de le doubler. Et... par exemple, il a pris beaucoup plus de graphes que moi en vieillissant, mais ça va quand même. Enfin, ma voix pourrait sortir de score, on peut dire ça comme ça. Et voilà, et je crois que les gens se marrent bien sur notre VF quand même, malgré tout. C'est ce qu'on peut dire. Et justement, Friends, comment vous avez découvert cette série en VF, j'imagine? Ouais, en VF, oui, sûrement sur Énergie 12, puisque j'ai l'impression que c'est la seule chaîne qui a les droits à l'infini. Donc, oui, moi j'ai découvert ça à la télé. Et puis, oui, forcément, j'avais pas de notion de multi, où on pouvait changer les langues. Donc, pour moi, c'était la VF et puis pas autrement. Et oui, c'est culte. Je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler une VF culte, même si en général, on en parle plus pour les films.
Friends, je ne me vois pas du tout regarder ça en VO, même si je doute pas que c'est tout aussi drôle en VO. Mais je sais pas, c'est la voix de Mark Lesser, c'est la voix de Mike Dara, non mais c'est la vérité. Et j'ai réécouté récemment quelques extraits de Friends en VO, et oui, c'est drôle, mais c'est pas aussi drôle. Voilà. Mais non, oui, ça fait partie des séries cultes. Même si j'ai pas suivi la série dans son intégralité, j'étais plus du genre à regarder l'épisode quand je tombais dessus. Donc j'ai pas trop suivi les fils conducteurs, mais je pense qu'on s'y retrouve quand même facilement. Puis c'est toujours un plaisir de retrouver ces personnages, on s'y attache. Clairement. Pareil pour moi sur la VF. Même si je sais que sur cette série particulièrement, il y a 2 écoles, mais moi, ça fait partie des trucs, pareil, que je peux voir qu'en VF. Et alors, je l'ai découvert assez tard, en fait, il y a quelques années, alors que j'avais vu des épisodes par-ci, par-là, et j'ai voulu me la faire vraiment d'un bloc, de A à Z, et c'est... Franchement, c'est quand on rentre chez soi, qu'on a passé une mauvaise journée, mais c'est juste, ça illumine la journée, quoi. Donc merci, mais merci à vous et vraiment, enfin, c'est adorable. Là où vos voix, enfin, on parle toujours du pouvoir de la voix, mais c'est quand t'es arrivé tout à l'heure, mais en fait, en fait, c'est très bizarre parce que on pense directement à Joey, mais de la série, donc il y a 20 ans, quoi. Oui. Et c'est vraiment, il y a un truc qui se passe, quoi. Et là où c'est fort, je trouve, c'est que pour moi, les 6 comédiens originaux sont extraordinaires, vraiment, c'est des grands comédiens. Oui. Mais malgré ça, vous arrivez tous les 6 à, même s'il y a eu des changements de voix, donc ça c'était le grand drame de la série, malgré ça, vous arrivez à non seulement à faire le taf pour eux, mais même à être meilleur pour le public français. Enfin, je trouve ça, c'est un vrai boulot de comédien pour le coup. C'est super sympa de me dire ça et de nous dire ça. Je transmettrai aux copains. Et non, mais c'est vrai que, alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà, ce que j'aime bien, c'est en ce qui concerne les acteurs originaux, on oublie de dire qui sont géniaux, que ce sont de très bons acteurs. C'est vrai que j'ai bien aimé dans le film Les Retrouvailles, parce que quand même, quand tu entends Joey qui parle, enfin Mac Leblanc qui parle de Ross, ça y est, son nom m'échappe, David Schwimmer, quand il dit comment il répète cette scène où il s'enduit de pommade, où le mec, il a travaillé tous les gestes. C'est vraiment, ils savent très bien faire ça. C'est des acteurs de sitcom. Ok, c'est tous des acteurs quand même, enfin surtout Schwimmer, il a fait beaucoup de théâtre et tout ça, et on n'a pas assez souvent dit, parce que c'était un style mineur quand même, la sitcom à l'époque, hein, et même toute cette série n'était pas très bien considérée, on ne savait pas où ça allait, c'était nouveau en France, il n'y avait pas que Friends, hein. Friends s'est imposé, mais souvenez-vous, il y avait Seinfeld, Dream On, et d'autres, hein, que j'oublie, Parker Lewis, des tas de trucs comme ça qu'on a doublé à peu près dans les mêmes années. Et en fait, ce style se développait, on recevait ça en France, et on avait l'impression que c'était, oui, bon, ok, c'est des clowns, c'est la grosse rigolade, le machin, mais en vrai, c'est des horloges super bien réglées. La mécanique de Friends et toutes ces séries, c'était super bien réglé, et ce sont des super acteurs. C'est filmé comme ça doit être filmé, c'est écrit comme ça doit être écrit pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est bien qu'on le reconnaisse, et j'ai l'impression qu'on a presque un meilleur regard et une meilleure analyse maintenant qu'à l'époque. Ça me fait la même chose pour les mangas d'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de Dragon Ball aussi d'il y a longtemps, et puis on a continué. Et c'est vrai que les gens adorent les doublages qu'on a fait à l'époque, parce que il y a une certaine énergie, une certaine ambiance. Nous, on aimait, pour Friends notamment, on enregistrait tous les 6 tout le temps en même temps. Il y avait un côté troupe, il y avait de l'impro. On était beaucoup moins surveillés, même s'il y avait un petit peu de censure pour les blagues de cul et tout ça. On était un peu obligés de passer. Voilà, France 2, quand ils l'ont diffusé, ils le diffusaient assez tôt dans la journée quand même. Donc, ils voulaient édulcorer un petit peu, ce qui est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'on considère mieux ces séries maintenant qu'à l'époque. Et même au niveau de la production, c'est-à-dire des gens qui préparaient les doublages. C'est-à-dire que les gens qui écrivaient avaient les textes très tard pour pouvoir faire l'adaptation du dialogue. Nous, on avait peu de temps, en fait, pour enregistrer. Et c'est dingue que ce soit devenu culte comme ça, alors que je pense qu'à l'époque, personne ne voyait l'impact que ça aurait.
Et vous étiez toujours tous les 6 du coup. Ah oui, là on était toujours Ça, tous les c'est 6. Techniquement parlant, c'était pas possible de faire autrement. On n'avait que 2 pistes audio. Pour la faire courte, on avait que 2 pistes audio. C'était sur des sortes de super VHS, des Humatics, ce qu'on appelait les films. On n'avait que 2 pistes audio. Et donc on pouvait mettre une phrase ou deux sur une autre piste quand on était trop chevauché, quand on parlait. Parce qu'eux, ils parlaient tous en même temps, hein, souvent. Donc pour des histoires de mixage du son après, c'était plus facile. Mais non, on était tous les 6 tout le temps ensemble. Et on n'aurait pas voulu que ça se fasse autrement. Là, par exemple, ça n'a pas pu se faire avec tout ce qui s'est passé, le Covid et tout ça. Donc, on n'a pas pu être tous les 6 ensemble, parce que là, en ce moment, on enregistre tout seul. Et franchement, j'avais très peur de ça, quoi. Parce que t'imagines, Joey, il parle de ses souvenirs, il fait une blague, il dit « Ouais, tu te rappelles, Chandler, t'étais en train de repeindre le plafond quand j'ai enlevé l'échelle. Haha, rigolo, tu vois, t'es tout seul devant ton micro. Le super bide. » Et voilà, quoi. Mais bon, on l'a fait quand même. Moi, je suis passé en dernier, j'ai eu du bol, j'ai pu les entendre. Du coup, ils avaient tous déjà enregistré. C'était sympa de les entendre, d'ailleurs. C'était assez émouvant parce que ce que j'ai adoré, c'est quand... ah ouais, il ne faut pas que je spoil, peut-être s'il y en a qui n'ont pas vu. Il est diffusé, je pense. déjà été diffusé. Ouais, les gens ont vu. Allez, vas-y, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à regarder. Quand on lit les scripts et que ça enchaîne sur les scènes de l'époque. Donc, nous, on a refait ça et puis ils sont allés chercher nos enregistrements de l'époque. Et donc, du coup, j'ai entendu ça, quoi. Et j'ai entendu tous les copains qui enchaînaient. J'ai fait, c'est pas mal. Moi, je trouvais que ça... On sent que certains ont vieilli, on a pris de la maturité, mais ça marchait bien, quoi, quand même. Et on retrouvait quand même le grain, l'énergie des gens. J'ai trouvé ça pas mal. C'était chouette. Et d'ailleurs, tu parlais de l'adaptation, c'est très ciselé et tout. Est-ce que vous aviez quand même, à l'époque, une petite liberté en disant tiens, ça, je le sens plus comme ça, et vous appropriez un peu le personnage? Oui, complètement, parce que ça marche là-dessus aussi. Bon, au début, tu n'oses pas trop, mais eux aussi, d'ailleurs. Hein, vous regardez les premiers épisodes par rapport à ce que c'est devenu après, ils se sont lâchés au fur et à mesure. Donc, nous, on est un peu dans ce phénomène-là aussi. Même si les gens avec qui on travaillait là, on se connaissait tous déjà à peu près, pour certains même très bien. Donc on avait une certaine intimité, suffisamment de lâcher prise, quoi, pour pouvoir improviser un peu. Et puis on était moins surveillés. Quand tu finis par connaître ton personnage, tu lui trouves ses petits trucs. L'auteur d'ailleurs venait souvent sur le plateau et ça l'énervait parce que lui avait trouvé une blague, un truc, quoi, une trad qui était bien, mais nous on trouvait mieux à cause de l'émission, quoi, sur le plateau, et ça l'énervait. Il fait pourquoi j'y ai pas pensé. Mais en vrai, à sa décharge, il n'avait pas beaucoup de temps pour adapter. C'est fou, vous vous rendez. Enfin, je pense que les gens se rendent pas compte la vitesse à laquelle on allait. Et beaucoup des défauts de Friends viennent de ça. Et quand je parle de la vitesse, c'est pour toute la chaîne de préparation du doublage. Le doublage, c'est un truc très collectif. Hein. Nous, on arrive en studio, on vient juste pour enregistrer. Hein. Il y a eu plein de boulot avant. Les mecs qui ont repéré, détecté, adapté le texte, le chef de projet qui a tout préparé, vu s'il y avait la version internationale, etc. Nous, on arrive, hop, on joue les mots le mieux possible. Et puis derrière, il y a encore du mixage pour que tout ça rentre bien. Donc, c'est très, très collectif, le doublage. Et ce qui m'a frappé aussi avec Matt Leblanc et avec le personnage de Joey, c'est qu'il y a eu une petite répétition avant avec le personnage de Cody Lambert dans Notre Belle Famille. Je sais que t'en parles dans certaines interviews, et moi c'est un personnage que j'adore aussi, Cody Lambert. Quand j'étais gamin, il me tuait de rire, quoi. Écoute bien, voyons voir si tu devines quel est ce doux bruit. C'est le bateau de l'amour qui se prépare à appareiller dans le port de ton cœur. J'étais à un rallye de motards hier, tu vois, et je tombe sur ton héros. Il a tout ce que t'aimes. Donc, si j'ai bien suivi ton raisonnement, l'homme de ma vie est un motard. Gagné. Vous voyez, j'ai souvent joué les gogoles. Bon, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. J'assume très bien. Oui, alors moi, je faisais déjà du doublage depuis longtemps, en fait, parce que j'ai commencé tout gamin. Mais c'est vrai que Cody Lambert... comment dire, c'était... on a 5 minutes, donc je raconte l'histoire. J'ai doublé ce comédien dans la fin de Dallas, en fait. Oui. Okay, il faisait le fils caché de JR. C'est quand même assez génial de faire la scène où je suis présenté à JR, Dominique Paturel, et qui fait « Ah, mon fils !» avec sa voix, son rire à 2 balles. Ouais. Je connaissais Dominique Paturel depuis longtemps, mais j'avoue que je suis resté scotché quand même d'être à côté de lui en train de faire JR, c'était pas mal. Et donc, on me rappelle, on dit « Ah, tu te rappelles Sacha Mitchell, le gars que tu doublais il arrive dans une série avec Philippe Auguste, il voudrait que tu le refasses, tout ça et tout. » Je fais, il était mauvais. Il était mauvais dans Dallas, il n'est pas terrible, c'est pas comment se tenir et tout. Et je fais,
qu'est-ce que je vais foutre là-dessus ? Qu'est-ce que c'est cette série ? Et puis bon, bah voilà, on a besoin de bosser. Je dis, bon, ouais, c'est pas grave, allez. Je savais qu'il y avait plein de gens que je connaissais, que j'aimais bien sur ce plateau. Et j'arrive et je vois cet énergumène. Je fais, ok, on fait quoi ? Et Philippe Auguste qui dirigeait, parce qu'il y avait aussi, comment il s'appelle, Duffy, c'est ça, qui doublait l'homme de l'Atlantide. Et qui était dans Dallas aussi d'ailleurs. Donc ça devait être une sorte d'équipe, quoi. Et il me dit, bah écoute, il est là, il a l'air d'être marrant, il fait le con, il va venir s'installer dans son camping-car sur le terrain, tu vois, de la famille et tout. Et il est marrant, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, quoi. Vas-y. Donc évidemment, j'avais du texte d'écrit, mais ils m'ont laissé faire un tas de trucs. Et là, c'est vrai que ce rôle m'a permis de me lâcher, même de la technique du doublage, de dire, ben non, tiens, on peut changer un mot, on peut dire un truc, on peut aller plus loin dans le personnage. Fallait qu'il chante. Il était amoureux de Dana, il chantait des trucs à 2 balles, etc. Et en fait, je crois que j'ai mis pas mal de trucs à moi. Par exemple, tous les trucs, metal trash, délire, c'est des idées à moi, hein, parce que c'était ce qu'il y avait, c'était les mots qu'on entendait à l'époque. C'est génial. Donc, délire. Les rires, j'ai beaucoup bossé mes rires là aussi, évidemment, parce qu'il fallait se lâcher. Bah, ça a l'air de rien, mais c'est presque. Enfin, moi, j'avais moins de mal à pleurer qu'à rire, tu vois, adapter ton rire au personnage, ou te lâcher vraiment. Et non, ça a été une école géniale. C'est vrai que c'était un peu la répétition générale pour Joey, quoi. Rien que d'entendre ce rire, moi, c'est un peu mon rire. Hein. C'est génial. C'est ça qui est terrible. Je l'adapte un peu quand même. Il y a un truc magique qui se passe. C'est culte, je pense. C'est un rire culte. Moi, je suis désolée, quand on parle de rire dans le doublage, c'est un des premiers qui me vient. Mais voilà. Je mettrai ça pour mon épitaphe. On mettra un truc pour appuyer sur le bouton, puis on entendra. C'est génial ça. Mais oui, mais de toute façon, en plus, dans cette série-là, à un moment, le personnage part pendant 1 ou 2 saisons, il est plus là, et après il revient pour la dernière saison, il semble. Oui. Moi, j'étais limite, je suivais plus. Les gens regardaient plus. Ben, après, en termes d'écriture, c'est vrai que c'était un personnage qui relançait en fait à chaque fois leur histoire, parce qu'ils avaient ce truc des 3 enfants, c'était un couple recomposé, la famille était marrante, c'était très marrant, mais ils étaient pas idiots au niveau du scénar. Ils se disaient, tiens, il manque une sorte tu vois, c'était le chaînon manquant qui pouvait relancer les histoires à chaque fois. Je crois qu'il a disparu un peu parce qu'il a eu des soucis dans sa vie. Qui était en fait, bon, on va pas parler que de ça, mais il a eu des problèmes soi-disant de violence avec sa femme. En fait, c'était pas vrai. Il a été innocenté après, en fait. Voilà. Parce que sa femme avait des soucis psychiatriques et il a été accusé, mais en fait, c'était pas vrai. C'est un mec qui fait beaucoup de choses. Bizarrement, c'est pas un grand acteur, mais c'est un humain qui fait beaucoup de choses intéressantes. J'ai découvert ça il y a pas si longtemps, en fait. Il était champion de. Et il était champion de kickboxing pour de vrai. Il a joué dans Kickboxer 2, 3, 4. Il a succédé à Jean-Claude Van Damme. Mais là, c'était mon pote Luc Bernard, je crois qu'il doublait, qui lui a une très grosse voix. Comme ça, qui faisait bien plus de kickboxer que moi. Oui, t'imagines kickboxer avec délire. C'est ça. Après, ça ferait peut-être marrer. Hein. Bah ouais, ça aurait été un concept. C'est clair. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour sur Joey. J'avais une petite dernière question, c'était rapide, hein, mais parce que dans les retrouvailles, moi ce qui m'a le plus touché, c'est pas spoiler, mais c'est qu'à la fin, quand ils se quittent, quoi, ils font la dernière scène ensemble. Tu te rappelles, toi, comme vous enregistriez tous les 6, est-ce qu'il y a eu ce moment aussi dans la cabine dans la salle? Moi, j'ai pas fait la fin. Je suis parti. Mais oui, qu'est-ce que je raconte? Je suis parti. Mais ça a été un déchirement. C'est-à-dire que quand nous, on est partis tous les 3, avec Dorothée, Emmanuel et moi, ça a été un déchirement pour nous 6, en fait. En plus, Michel Litouac, c'est un moment de sa vie où elle est partie habiter au Québec, partie habiter à l'étranger. Donc, nous, le déchirement, entre nous, on l'a vécu avant. Anticipé. Mais au départ, ce qu'on a essayé de faire, quand on nous a annoncé donc, la dernière saison, on a essayé de négocier quelque chose par rapport à comment on avait défendu cette série. Et bon... On devait le faire tous les 6, et puis la vie fait qu'il y en a 3 qui n'ont pas voulu continuer. Je leur en veux pas du tout, que ce soit clair. Mais nous, on s'est dit, non, on continue, parce que on est parti, parce qu'en fait, on nous annonçait donc la 9e saison comme étant la dernière, et qu'on avait quand même pas mal bataillé pour notre VF, quoi, parce qu'il y a eu des tas de trucs de raconter quand même sur la VF, même à l'époque.
Et à chaque fois, on est allé un peu au charbon pour la défendre. Et puis surtout, ce qui se passait, c'est que ça prenait beaucoup de place dans nos vies, en tout cas pour le doublage, parce que notamment Emmanuel, on était remplacé sur des gens qu'on doublait, parce qu'on nous entendait beaucoup. Hein. Ça marchait très fort, là. C'était vraiment au moment où la série, elle carburait à fond. On ne nous donnait pas beaucoup de nouvelles choses. Et il faut savoir que nous, Friends, c'est 24 épisodes par saison. On enregistrait 2 épisodes par jour. Donc nous, dans l'année, c'est 12 jours de travail. Donc quel que soit ton cachet, même s'il est mirobolant, c'est pas beaucoup de boulot. Évidemment, nos cachets n'ont rien à voir avec les leurs. Hein, et heureusement, d'ailleurs. Hein, c'est pas moi qui ai tourné. Hein. Quand même rester humble par rapport à ça. Et donc, on a décidé, nous, d'aller au bout. Et je me souviens très bien, parce que du coup, j'ai repensé à ça avec tout ce qui s'est passé dernièrement. C'est que j'avais eu la boîte qui s'occupait du doublage à l'époque. J'avais eu un des responsables et on s'était un peu, évidemment, engueulé, qui me dit oui, vous avez pris la grosse tête, dans 20 ans, on parlera plus de Friends. Alors que nous, on leur disait, nous, on va en bouffer du Friends, parce que nous, on voyait le coup venir. On commençait à comprendre. La fin de Friends, c'est les années... nous, on est parti en 2002, je crois, ou un truc comme ça, ou 2003, je ne me souviens plus. Mais donc, on commençait à voir... On commençait à nous inviter pour les conventions. On commençait... on avait vu le succès des VHS, ensuite des DVD. Et là, on se disait, oh là, il se passe quand même un truc. Et on se rendait bien compte. Et les distributeurs... Les chaînes, les diffuseurs, ils avaient peut-être raison de dire, bah non, on ne veut plus Emmanuel Curtil et Marc Lesser dans la même série. Nous, avant, on a fait plein de films ensemble avec Manu, des trucs de jeunes, de trucs comme ça. Et en fait, après, à part des pubs, on n'a plus rien fait ensemble, ce qui nous frustrait, en fait, quelque part. Donc, on est allé au bout de ces trucs-là. Et je ne regrette pas, parce que, voilà, 25 ans après, on avait raison. Par contre, on ne s'était pas du tout rendu compte de cet impact à ce point-là. Hein. Parce qu'en vrai, Friends, c'est une des séries les plus rediffusées. Je crois que si tu as envie de regarder du Friends... tu t'assois dans le canapé, tu zappes un peu, t'as à peu près... tu vois, tu vas réussir à tomber sur un épisode de Friends, quoi, je crois. C'est vrai. Et donc ça, on ne savait pas. L'impact sur les gens, là, dans le film, là, quand James Corden donne les chiffres, là, c'est absolument phénoménal. Hein. Les chiffres de visionnage de tout ça, j'ai trouvé ça dingue, par contre. Mais dans 5000 ans, quand les extraterrestres vont débarquer et qu'ils se ça. demanderont Ils ce vont que retrouver c'était ça. qu'une série, il y aura sûrement 10 séries, mais Friends en fera partie. Oui, oui. Après, moi, je ne serai plus là. Hein, s'ils viennent me chercher, je serai en hologramme. La voix est éternelle. Un hologramme, oui, c'est ça. Ils passeront sur mon épitaphe, ils appuieront sur le bouton, et puis ils entendront. Salut, ça va, toi? Et sur ce rire, Tony Truant, on va passer au quiz de Manon. Ton nom c'est quoi, piéton? Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu es. 3 petites questions pour revenir sur les rôles qui, moi, à mon sens, sont emblématiques, voilà, au-delà de Joey, puisque Joey, c'est sans doute le plus emblématique, mais voilà, j'avais envie de parler d'autres personnages un petit peu. C'est bien. De manière pas du tout objective. Hein. Puisqu'on va commencer par mon acteur préféré de tous les temps, qui est Johnny Depp. Oula. Voilà, et que tu as doublé dans 21 Jump Street. Oui. Je le dis à l'américaine, même si j'ai très envie de dire 21 Jump Street, comme on l'a tous sûrement dit dans les débuts. Donc j'ai une petite question par rapport à ce personnage, et je répète que tout le monde peut jouer, voilà, si vous avez vu la série. Donc lors de ses infiltrations, Tom Henson, de son nom de personnage, préserve son identité grâce à des alias. Jusque-là, tout va bien. Mais parmi les propositions suivantes, lequel n'a-t-il jamais utilisé ? Alors on a Henson, Pancho, Boss ou Tommy. Il y en a un des 4 qu'il n'a jamais utilisé. Alors là... Tu te souviens? J'aurais aucune idée. Je regardais la série à l'époque, mais là je me souviens plus du tout. Oui, je l'ai vu un petit peu aussi. Donc, je me souviens. Moi je dirais Je me souviens Tommy. plus. Tommy, tu dirais ? Ouais. Je vais dire Boss au hasard, mais vraiment, j'en sais rien. Voilà, de toute Bon, façon, pour dire autre chose, je vais dire Pancho, comme ça. Et ben c'est Boss. Yes. Bravo Thomas. L'intuition. C'était un petit piège, en fait, il l'appelle pas du chef. tout. Voilà, il l'appelle chef, mais pas boss. Voilà. Donc non. Sinon, il a utilisé tous les autres. Donc pourquoi Pancho ? Aucune Alors idée. là, Mais ça devait être utile sur le moment. c'est ça. Voilà. Mais bon, c'est Il doit Johnny y avoir Depp. une référence cachée. Voilà. J'ai été obligée de le caser quelque part. C'était voilà. Je pense que c'est un de ses rôles emblématiques à lui aussi, hein, puisqu'il était super jeune. Ça devait être un de ses premiers. Ouais. Là, j'ai pas l'année exacte. Oui, je crois que mais... c'est la première fois qu'il avait un rôle vraiment très très sérieux. Quoi. Oui, et puis qu'est-ce qu'il était beau dedans aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il était beau. Ensuite, tu disais que tu avais commencé le doublage très très tôt. Oui.
Alors, je pense pas que c'était le premier, mais je pense que tu étais quand même. Alors, peut-être pas gamin, parce que je me souviens plus exactement de l'année, mais tu as fait Pinocchio de Disney, donc vraiment le Pinocchio qu'on connaît tous. Et c'était le deuxième doublage, il me semble. Pas que le deuxième, mais c'était le deuxième très important comme ça. Oui, je pense que c'est celui qu'on a tous connu. J'avais 10-11 ans. Voilà, c'est celui qu'on a connu. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir écouté la version. Alors, je crois que c'était celui de 1940 et quelques. Et là, ça doit être les années 70, je pense. Ouais. C'est un petit peu après. Un petit peu après. Ouais, Pinocchio, parce que mon premier doublage date des années 70 et c'est le chat Berlioz dans Les Aristochats. D'accord. Ça, c'est le tout premier, vraiment. Eh bien, là, on va parler de chat, justement. Voilà, 73-74. Donc, parfait. On a amorcé la chose avec les chats. Donc, comment s'appelle le chat de Pinocchio ? Ah bon, ça, je l'aurai, il n'y a pas de souci. Oui, mais toi, on sait que tu es spécialiste de Disney, donc je ne aussi. Tu ne dis rien. Alors, j'hésite. Faut que je réponde, là. Cléo. Cléo, c'est le poisson. Ah, c'est Cléo, c'est le poisson. Ah, mais attends, parce qu'il y a deux chats dans Pinocchio. Ah non, moi je parle du chat de Geppetto. Le chat de Geppetto. Ah oui, comment il s'appelle le chat de Geppetto ? Ah oui, Cléo, c'est le poisson. Je sais. Non, je ne sais plus. Je tiens à dire que dans les propositions, j'avais mis Berlioz justement pour essayer de mettre un petit piège. Pas mal, bien tenté. Mais bon, ça n'a pas marché. Donc, je peux vous donner les deux dernières propositions, mais vous allez trouver puisque j'ai mis Toulouse ou Figaro. Mais voilà. Figaro, oui, puisque Toulouse, c'est l'un des chats des Aristochats. C'est le frangin de Berlioz. Donc voilà, oui, c'était juste histoire de caser aussi que tu as fait Berlioz. Donc, il y a aussi Gédéon qui est le pote de Grand Coquin qui se fait taper débile. Sur la tête à coups de marteau régulièrement. Qui aurait pu avoir une voix comme celle de Joey, puisqu'il a un peu... Voilà, il a un peu sauf que lui, il est muet comme Simplet dans Blanche-Neige. Mais c'est vrai que la voix de Joey, ça aurait pu marcher. On leur dira pour le prochain redoublage. Voilà, donc pour le l'énième doublage, on dira on veut Marc Lesser sur Gédéon, même s'il parle pas. Oui, parce que je pourrais plus faire Pinocchio quand même. Ah là, ça un petit peu cramé. Mais peut-être que j'aurai l'âge pour faire Geppetto quand ils le redoubleront. J'aimerais bien. Il y a pas mal. Ah oui, il y a quelque chose. Et troisième question, et là on va parler animation japonaise, mais on va pas parler de Dragon Ball parce que ce n'est pas ma génération et parce que j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Voilà. Non, je voulais parler d'un coup de cœur super récent en plus, évidemment, de Gojo dans Jujutsu Kaisen. Voilà, je me suis sentie obligée d'en parler. Ouais. Et donc, comment s'appelle l'extension du territoire de Gojo ? Alors, je devrais m'en souvenir parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça a été fait. Oui, c'est assez récent. Et on m'en a reparlé. Je ne sais plus. T'as des propositions ? Oui, bien sûr. J'ai l'hôtel démoniaque, la sphère de l'espace infini, l'orbe d'isolement ou le jardin des ombres. Je tiens à dire que c'est que des extensions du territoire qu'on a dans la série. Oui. Mais voilà, Gojo n'en a qu'une. La deuxième, c'est quoi, tu dis ? Sphère de l'espace infini. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est... Sphère de l'espace infini. Voilà, exactement. C'est ouf parce que tu lui donnes une voix un peu un peu rigolarde et très très sérieux. Ouais. Parce que il est dangereux ce personnage en fait. Il est imbattable quand même. C'est ça en fait quand on le voit. C'est un badass quand même. On ne sait pas si on doit rire ou si on doit reculer. C'est le genre de personnage autant il peut te faire marrer mais s'il fronce les sourcils Franchement j'ai été très étonné. On m'a appelé pour faire ça. Je crois que c'est Mélanie Payet, la directrice artistique, qui m'a choisi là-dessus ou qui a appuyé très fortement pour qu'ils me choisissent. Et vraiment, elle a eu oui, il y a une vraie correspondance parce que en même temps, il est insolent, complètement libéré. Il s'en fout de tout. Et on ressemble pas mal de ce côté-là. Et par contre, je suis beaucoup moins badass que lui, mais ça, on le joue. Et il défonce tout, quoi. Et c'est très rare. Et j'ai bien aimé cette série. Alors, j'ai pas tout vu parce que malheureusement, on enregistre tout seul. Donc, je vois surtout mes scènes, mais j'ai regardé. J'ai plein de copains qui sont là-dedans. C'est très frustrant de ne pas faire les scènes avec eux. Parce qu'un de nos plaisirs, c'est quand même de jouer ensemble, quoi. C'est de la comédie, donc c'est chouette de jouer ensemble. Mais j'avoue qu'il y a vraiment eu un match super. On s'est bien trouvé avec le personnage. Et j'ai pas du tout eu de difficulté à le trouver. Et c'est très rare d'avoir ce genre de personnage. Je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Mais ce manga est chouette en termes de personnages, justement, d'écriture des personnages.
Non, mais c'est une VF qui a énormément fait parler en plus pour sa qualité, justement. Ouais. Et parce qu'en soi, on a un petit cercle de comédiens, j'ai l'impression qu'on retrouve souvent sur les animés, justement. Et là, dans cette VF, il y a plein de voix qu'on n'attendait pas, et notamment la tienne. C'est vrai que quand j'ai vu Mark Lesser, je me suis dit, tiens, c'est étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude de t'entendre sur des animés. Moins peut-être maintenant. Récemment. Mais même, c'est vrai. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu aussi une redécouverte de l'univers des animés, de tout ça. Et en fait, c'est des gens qui adoraient ça et qui regardaient le Club d'eau, dans les plus anciens, et qui en fait maintenant sont dans les médias, ont des studios, écrivent, adaptent les dialogues, et donc c'est beaucoup des fans qui sont rentrés dans ce milieu. Et que ce soit pour les mangas d'ailleurs, pour les BD, quoi, pour les livres. Et en fait, c'est génial parce que ils ont en même temps, ils ont aimé quand même malgré tout les VF de l'époque, etc. Mais comme à un moment ça a disparu des écrans, ils ont eux-mêmes en fait fait revivre tous ces animés, toutes ces séries, etc. Et là maintenant c'est eux qui dirigent. Et c'est vrai qu'il y a quelques studios qui se sont un peu spécialisés là-dedans et qui font vraiment un boulot de précision de ça. Et c'est aidé par les chaînes qui diffusent du manga et qui se sont spécialisées là-dedans. Et qui du coup essayent de faire des doublages qui soient vraiment à la hauteur. Et là, il y a une sorte de concordance entre un super animé au départ déjà. L'histoire est forte quand même, faut dire. J'ai pas lu le manga en plus, moi. J'ai que vu l'animé. Et le soin qu'ils ont mis au doublage. C'est vraiment agréable quand tu arrives. Le texte est bien en règle générale. On peut jouer, il y a des choses à faire. On n'est pas dans des stéréotypes d'animé non plus, genre gueuler tout le temps à fond, de la baston. Il y a des choses. Moi, j'adore ce personnage. Vraiment, je me suis éclaté. J'ai hâte qu'il revienne. Je pense que tout le monde a eu un coup de cœur pour Gojo. De toute façon, on l'a vu partout pendant la diffusion. Et... Les copains m'ont envoyé des vidéos, même de gens qui écoutent en français, mais qui sont américains ou anglais et qui kiffent Gojo, la VF de Gojo. Donc c'est fou. J'ai des fans. Oui, c'est un des animés là qui a vraiment beaucoup, qui a eu du succès et qui, à mon avis, n'a pas fini de faire parler. Devenir culte aussi. J'espère qu'il tiendra cette qualité jusqu'au bout. La difficulté quand tu fais une série, quelle qu'elle soit, c'est de tenir le niveau. J'ai le ventre qui gargouille un petit peu. C'est pas grave, t'inquiète. J'espère que ça s'entend pas au montage. Non. C'est la digestion. C'est par Gojo qui te donne faim. Je t'avais dit pas de choucroute à midi. C'est dangereux, Thomas. Jamais de choucroute à midi quand t'enregistres. Alors justement, tu parlais de personnages qui défoncent tout. On va passer à un autre de tes personnages emblématiques. Et on s'écoute un petit extrait tout de suite. C'est alors, Trunks, c'est toi ? Je suis contente. Tu as l'air d'aller bien. Oui, ça va. Tu as l'air plutôt en forme, toi aussi. Oh. Ça devrait suffire pour un aller simple dans le passé. C'est tout ce que tu as réussi à rassembler en un an ? Ne fais pas cette tête. Ça fait peu, c'est vrai, mais je t'assure que c'est suffisant. Oui, mais c'est qu'un aller simple, je ne pourrai pas revenir. Je suis sûre que tu réussiras à revenir. Même si c'est un pari un peu risqué. Oh. Ça fait 1 an que tu travailles dessus, maman, sans jamais t'arrêter. Il faut que tu te reposes. Ne te fais pas de soucis pour moi. Nous avons trop peu de temps pour ça. Espèce d'ordure! Comment as-tu osé faire ça à ma... Ça fait mal, hein. J'ai mal pour eux. J'ai terminé l'extrait avec ce petit extrait justement de cris. Parce que... Tu voulais qu'on parle des cris ? Ouais, c'est ça, parce qu'on dit pas, c'est que oui, vous doublez aussi, tous les comédiens doublent les cris et tout, quoi. Tout, les respirations, il faut tout faire. Faut tout faire, et puis si tu es en train de jouer et de parler en même temps, il faut que ce soit dans ton jeu, il faut que ce soit adapté au personnage. Et contrairement à ce qu'on pense, les cris veulent dire quelque chose, ils sont en situation, tu peux pas faire n'importe quel cri. Voilà. Et puis dans les animés, dans les bastons, c'est pas exactement pareil quand tu te fais étrangler, quand tu donnes un coup, quand tu prends un coup, si tu passes aux 10 000 volts, si tu... Voilà. Donc faut savoir faire ces trucs-là. Au début, ça fait bizarre, hein, t'oses pas trop. Et anecdote, notamment quand on a découvert les bastons dans Dragon Ball, je vous parle de ça il y a perpète, hein, il y a 25 ans, en japonais, ils font un truc très bizarre quand ils sont pas contents, et ils serrent les dents et ils font... Oui. Si vous écoutez les VO. Et nous, quand on a vu ça, on fait... tu vois,
le doublage, c'est aussi une adaptation culturelle. Ouais. Tu peux pas faire n'importe quoi. On peut pas faire trop d'intonation anglaise ou japonaise, contrairement à ce que les gens pensent. Sinon, il n'y a pas de raison de faire une VF à ce moment-là. Donc, il fallait qu'on trouve l'équivalent. Donc, tout le monde a fait sa petite bidouille. Tout le monde a essayé de trouver le truc qui marchait, qui avait l'air le plus naturel possible. Mais c'était pas évident. Ça sonnait faux au départ. Le temps de trouver, tu vois, d'ajuster. Et l'écrit, ça demande beaucoup d'énergie. C'est très, très crevant. Il y a une vidéo assez célèbre, je crois que c'est un comédien de doublage, je crois qu'il est britannique, qui fait Vegeta. Et qui s'évanouit pendant le Non, mais il existe quelques images aussi d'Éric Legrand quand il fait Vegeta et tout ça. Et je sais qu'ils sont venus nous filmer. Vous étiez venus aussi pour le Dragon Ball, le Broly, là, et ça envoyait du lourd. Hein. La scène de bagarre de la fin qui dure 3/4 d'heure. On l'a fait en 2 demi-journées, hein, parce qu'on avait tous les voix défoncées. Hein. Vous preniez des trucs, enfin, comment ça se passe? Non, il n'y a pas de drogue dans le doublage. On parle pas de ça, Vincent. On n'a pas le droit d'en parler. Ok. Non, tu t'es chaud, du miel, tu te reposes, tu dors bien. Non, mais la voix, il faut quand même faire gaffe à ta voix. Oui, il faut avoir une bonne technique. Mais tu sais, souvent, c'est vrai que vous avez dû souvent nous entendre, ou dans des interviews, on dit tout le temps, faut être comédien, faut avoir une formation. C'est là qu'elle te sert. Ça fait du théâtre, ou si tu es un peu chanteur, tout ça sert. On fait aussi des VF pour les jeux vidéo. Et je peux te dire que c'est en intensité, c'est peut-être même encore plus fort, parce que quand on fait de l'animé, normalement on est ensemble, donc tu as toujours un moment où tu peux te reposer un peu, c'est les autres qui crient et tout ça. Quand tu fais du jeu vidéo, tu es tout seul dans ta petite cabine speak, ça peut durer 3 heures et tu es là, grenade, tire dans le trou, en haut, en bas, à gauche, à droite, et c'est hyper intense. Et si tu n'as pas une bonne technique vocale, si tu respires mal, t'es à dégager vite fait. Hein. Faut prendre un Senzu à la rigueur. Hein, c'est ça. Donc non, ça fait partie du boulot. Il faut savoir le faire. Ouais. Il faut jouer en même temps. Est-ce que les cris sont différents suivant le niveau de Super Saiyan, par exemple, Super Saiyan 1, Écoute, je t'avouerai que j'ai jamais trop fait ça. Moi, il me semble qu'ils sont à fond tout le temps quand même. Tu vois. Je pense que quand c'est toi derrière le micro, tu sens. Tu sens pas dis spécialement la quand même ça différence. pique un peu quoi. Tu vois. Et encore, dernièrement, les bagarres, à part dans le film Broly, là, les bagarres sont plus courtes qu'à l'époque. Quand on a fait les premières versions de Dragon Ball Z, quand même, il se teasait pendant beaucoup plus longtemps. Ça durait toujours 3 plombes. Ouais, mais j'étais pas à fond. Tu vas voir, le prochain coup, je vais t'en mettre plein la tête. Et du coup, ça durait plus longtemps. J'ai l'impression que les bastons duraient plus longtemps, quoi. Là, dans la série elle-même, c'est un peu plus court maintenant. C'est plus direct. Ils vont droit au but. C'est ça. J'imagine le comédien avoir déjà la voix cassée et entendre son personnage dire j'étais pas à fond, la prochaine fois ça ira plus. Ah bah tu meurs. Ça ira mieux. Mais bon, si c'est comme ça, je m'en vais. Parce que donc là, l'extrait que j'ai choisi, c'est dans Dragon Ball Super, qui est plus récent que les Dragon Ball. Avec Céline Montserrat qu'on a exactement, qui double Bulma. Ouais. C'est une grande aventure ça dans ta voxographie Dragon Ball, et ça continue donc avec Dragon Ball Super. Il y a le film, il y a un deuxième qui va arriver. Ouais. Ah bon, tu me l'as. C'est cool. Après, ils ont annoncé, la Toei a annoncé qu'ils. Non mais ils vont pas s'arrêter. Hein. Ils vont venir nous chercher à l'EHPAD dans 30 ans. C'est ça. Il faut crier, allez. Oui, j'arrive. Non mais ils étaient pas encore à fond. Qu'est-ce que t'apprécies toi dans le fait de continuer à jouer ces personnages-là? Je trouve que j'ai énormément de chance. Ça fait plusieurs trucs cultes que je fais dans ma vie. Ouais. Je ne sais pas à quoi en penser, mais ce qui est dingue, c'était qu'il y a 25 ans. Alors moi, je suis arrivé en plus pour Dragon Ball Z avec Trunks du futur. Qui est un super personnage au passage, voilà, que j'aime bien. Et en fait, eux, ils avaient déjà commencé Dragon Ball, mais bon, ça a vraiment explosé quand même avec Dragon Ball Z. Et on pouvait pas savoir, encore une fois, quel allait être l'avenir de cette série. Maintenant, c'est de la pop culture. Enfin, je veux dire, voilà. T'as des chaussettes Dragon Ball, quoi. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, tout le monde sait ce que c'est. Alors qu'à un moment, personne n'en entendait parler. Et ce qui est dingue, c'est que par contre, je pense que c'est la seule série qui, au bout donc de 30 ans, parce qu'avant Dragon Ball Z, il y a eu Dragon Ball, donc je pense qu'ils ont commencé presque à 30 ans, le doublage, a encore de l'activité. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on en fait encore. Et qu'il y a encore un public, même plus qu'avant, que les gens découvrent, que ce soit d'ailleurs la VF, la VO, ce que tu veux. Je crois qu'il n'y a pas d'autres séries qui soient à ce niveau-là. Honnêtement, parce que même si Friends, là, il y a une actualité, ils se sont arrêtés il y a perpète.
Dragon Ball, j'en ai fait 1 an, 2 ans, quoi. Voilà. Et ça, c'était inimaginable. Et avec autant quand même de... il y a toujours des hauts débats dans l'écriture d'une série. Mais même dans DBS, personne n'y croyait. N'empêche qu'il y a des super moments. Et c'est pas pour dire, mais l'arc de Trunks, quand il revient... je suis désolé, mais il est quand même pas mal. Je parle pas du boulot ou du bien. Je parle de l'écriture, de l'intensité de ce moment, de cet animé. Pour les gens qui aiment, les retours que j'ai eus, ils étaient à fond. En tout cas, avec Thomas, on a adoré Dragon Ball Super. Tout l'arc Trunks et tout. Le tournoi de l'univers aussi, c'est génial. Oui, et puis, en fait, Dragon Ball, tu vois, quand on l'a eu, nous, au début, moi, je suis arrivé dans l'équipe, ils avaient déjà commencé. On le faisait avec beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. On comprenait pas tout. Les textes, on comprenait pas tout. Parce qu'il faut savoir que les pauvres auteurs, à l'époque, on n'avait pas de dialoguistes qui parlent parfaitement le japonais. Et eux-mêmes recevaient des traductions de traductions. C'est-à-dire, des fois, ils avaient des traductions anglaises. C'était passé par le japonais, l'anglais, le portugais. Et après, ça arrivait en France. Ok. Donc, eux, tu vois, les gourances de noms, le truc... les contresens venaient parfois de là. Bon, nous, on faisait ce qu'on pouvait sur le plateau. Évidemment, on ne comprenait pas l'original. Donc, on essayait de se fier à leur énergie, à ce qui se passait. Mais on avait quand même passé l'étonnement de cette violence, dont on n'avait pas l'habitude, passé l'étonnement qu'en France et en Europe, il n'y avait pas de dessin animé pour adultes, pour jeunes adultes ou pour ados. C'était d'ailleurs... C'est vrai que c'était peut-être une erreur de le mettre au club d'eau, ces trucs-là. Parce qu'en vrai, c'était pas pour des gamins du primaire qui prenaient leur goûter en regardant ça, quoi. Je veux dire, on est d'accord. Bon, d'un autre côté, ça les a fait connaître, donc c'est bien. Mais ce créneau n'existait pas en France à l'époque. On est dans les années 80, un truc comme ça. On connaissait pas ça. Nous, on connaissait éventuellement Tex Avery, dessin animé belge, et puis évidemment Disney, quoi. Mais donc on découvrait ça. Mais au-delà de la violence, nous, Dragon Ball, on a très vite vu qu'il y avait de l'humour. Qu'en vrai, les méchants, ils mouraient jamais vraiment, quoi. Ils ressuscitaient, ou ils devenaient gentils, ou ils étaient mis au paradis, là-bas, ou à l'enfer, je sais pas quoi. Voilà, que quand on mourait, on prenait un haricot magique, on revivait. Il y avait toutes ces scènes de nourriture, ils sont fous de bouffe dans Dragon Ball. Et nous, ces scènes de famille, tu penses bien qu'on en rajoutait un maximum quand on les faisait tous ensemble, qu'il fallait même nous freiner un peu. Le monsieur qui dirigeait ça, je veux parler du monsieur qui dirigeait ça, parce que Pierre Trabeau, vous regarderez, il a fait une magnifique carrière, c'était un homme de théâtre, c'était une petite vedette française. Et c'était un petit bonhomme, un vraiment grand acteur qui a eu des problèmes avec sa voix, qui a réussi à revenir, à faire du doublage. C'était pas du tout son univers. Et il dirigeait ça, mais merveilleusement bien. Parce que ce qu'il avait pigé, c'est qu'il fallait qu'il y ait de la joie, de la bonne humeur, et qu'il y ait cette énergie à laquelle il fallait correspondre. Et lui-même, quand il faisait Tortue Géniale, il était juste démon. Quand il faisait... On m'a renvoyé des extraits là, d'un truc où il fait l'idiot, et il est juste hyper drôle, quoi. Et ce monsieur avait déjà un certain âge et il se prêtait à ça, alors que c'était un magnifique acteur classique, en fait, tu vois. Et c'est génial d'avoir cette je sais pas comment dire, cette souplesse, tu vois, cette façon de s'adapter à ce qu'il y a à jouer. C'est une belle leçon, je trouve. Oui, il y a des personnages, il y a une troupe aussi, une petite troupe d'acteurs de Dragon Ball. Je pense à Patrick Borg. Il y avait un peu le même phénomène en fait que sur Friends. Il y avait Patrick Borg, Eric Legrand, Brigitte Lecordier, Céline Monsara. J'en oublierai dès qu'ils sont plus avec nous. Claudie Chantal, Georges Lican. Et on était comme une petite troupe. C'est vrai qu'on tout le monde à la fin. Moi, je suis venu un peu parce que ils en avaient marre d'avoir toujours les mêmes en fait. Tout d'un coup, arrivait un autre jeune héros. Tu vois, ils ont dit il faut quand même faire venir quelqu'un. Pierre, c'est lui, je pense, qui a demandé à ce que je vienne. On s'aimait bien. C'était un mec qui avait du caractère, mais il m'aimait bien. Donc voilà. Et puis Trunks part, nous on savait pas s'il allait revenir, et Gohan tout d'un coup devient ado. Tu dis tu vas faire Gohan ado, hop, on s'en fout, tu restes là. Et on faisait un peu tout à 10, ce qui créait des situations rigolotes, parce que des fois tu faisait un personnage, et, c'est le cas de, comment il s'appelle, Ariotti, Philippe Ariotti, c'est Hollande je crois, le cochon. En fait la première fois qu'il l'a fait, on voit un personnage avec une tête de cochon, Pierre lui fait allez vas-y Philippe, tu vas faire ça. et si tu veux, Philippe il voit, il fait mais comment je fais, tu fais une voix de cochon.
cochon, vas-y, débrouille-toi, t'es comédien. Il lui disait des trucs comme ça. Et elle a fait encore. Il commence à faire le cochon. Bon, 30 ans après, il fait encore le cochon, quoi. Il n'y avait aucune idée, si tu veux, que ce personnage allait revenir. On savait rien, c'est fou. Avec Internet, maintenant, tu arrives à savoir. Et puis même, maintenant, le doublage, c'est quand même devenu une industrie. Ça permet de vendre, de distribuer. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Ça te permet de distribuer des séries, distribuer des films, etc. De faire vivre internationalement toute cette production, qu'elle soit américaine, anglaise, suédoise, tout ce que vous voulez. Et c'est génial. Mais du coup, c'est vrai que le doublage, il permet de rendre accessible toute cette série. Mais donc même maintenant, les distributeurs, ils vous donnent plus d'infos qu'avant. Oui. Les auteurs ont plus d'infos qu'avant. Souvent, d'ailleurs, on refait la même chose que les scénaristes font. Il y a un pool d'auteurs. Il y a plusieurs auteurs qui adaptent, qui s'échangent les infos. À cette époque-là, c'était... tu savais rien. Donc c'est assez fou, hein. C'est comme ça que Friends, aussi, il y a des tas de trucs qui nous ont certainement échappé sur le coup. Ouais. Et tu parlais justement des personnages, d'un petit cochon. Par exemple, Philippe Ariotti fait Freezer, qui est un extraterrestre, tout voilà, comme ça, très belliqueux. Et toi, par exemple, tu as pu faire dans Sausage Party un bagel. Comment on se dit, tiens, vas-y, double un bagel. C'est juste génial. Vous vous rendez pas compte. Le dessin animé, c'est très particulier. Il faut savoir se lâcher. Ouais. C'est là où tu es plus créatif. C'est vrai que pour un acteur en chair et en os, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que tu es moins tenu. Tu peux être plus créatif, sauf si on te demande d'être vraiment très proche de l'original, mais même ça peut être marrant à faire. Mais donc la voix, c'est ce qui va rendre, c'est la petite cerise sur le gâteau dans un dessin animé, c'est ce qui rend vivant, le souffle, hein, la voix, voilà. Et même si le dessin est très bien, même si on peut raconter plein d'histoires sans voix, c'est quand même le petit truc. Le bagel, quand j'ai entendu, j'ai tout de suite entendu Woody Allen. Hein. Pour moi, c'était Woody Allen, donc c'était le bagel juif, tu vois, qui est un peu comme ça, qui finit par avoir une scène d'amour folle avec je sais plus quoi, le pain pita ou la crêpe, je sais plus quoi. Attends, je l'ai vu en VO, mais j'ai très envie de le revoir en VF. La VF est très chouette. Hein. C'est pas un grand film, mais toutes les références ont été respectées et c'est trash, mais bien. Je vais le revoir du coup. Et donc j'ai fait le bagel, j'ai fait la gerbille aussi dans Lilo et Stitch, dans la série. T'as des rôles pas mal. Le film n'a pas eu beaucoup de succès. J'ai fait le méchant aussi dans. C'est chouette de faire les méchants des fois. Dans comment ça s'appelle, Capitaine Super Slip. On m'a demandé de venir faire un essai. T'arrives, donc tu fais le casting et on te montre. Et je vois ce personnage donc qui a des cheveux, qui fait genre professeur fou, quoi, tu vois, avec des grandes lunettes. Et il a manifestement un accent suisseau-allemand, tu vois, je sais pas, tout germanique, on va dire. En original. Et les accents en France, on se méfie, on y va on marche sur des œufs en règle générale. Je dis, mais il a un accent, on peut le faire. Et il me dit, c'est pour ça que tu es là. Okay. Non pas que je sois un spécialiste, mais les gens doivent se dire que je suis suffisamment fou pour faire des trucs comme ça. Et donc, je tente un truc, quoi. Et quand on t'appelle et qu'on te... Alors, déjà, rien que faire l'essai, c'est bon, quoi, parce que tu prends c'est agréable, tu essayes des trucs, voilà. Et quand on t'appelle et qu'on te dit que c'est toi qui as le rôle, ça veut dire quand même que tu vas passer... Là, j'ai passé 3 jours à faire ya tu vois, etc. Donc, c'est bon, hein, c'est vraiment chouette. Ça, ce métier-là est génial pour ça. Et dans le doublage, c'est vrai que tu peux faire des choses que tu ferais pas, que tu jouerais pas à l'image ou au théâtre, parce que à cause de ton physique. Si tu arrives à être à peu près souple avec ta... Bon, moi, je peux pas faire les gros balaises à grosse voix, évidemment, avec la voix que j'ai, mais tu élargis un peu ton panel de rôles possibles, ça, c'est super, hein, quand tu bosses avec ta voix. C'est vrai. Et du coup, maintenant, on peut passer à notre partie d'Artbox. Alors, on t'explique, Thomas va t'expliquer. Oh là, j'ai peur. Darbox, ça fait pas mal. Non, pas du tout. Et ça va très vite. Non, ça y est, c'est fini. Merci, c'était cool. Et pas douloureux. Ça va même pas mal. Voilà, du coup. Merci, au revoir, c'était ça. Non, mais ça s'appelle la Darbox parce que notre premier invité à tester cette petite expérience, c'était Richard Darbois. Et c'est marrant, je m'en doutais. Du coup, on a gardé le nom, quoi. Bah oui. Mais le principe est très simple, tout le monde peut jouer. J'ai repris des répliques de tes films ou de tes séries cultes ou pas, qu'on a évoquées ou pas. Et l'idée, c'est de trouver le personnage et le film. D'accord. Donc, je
J'en ai 5, je vais aller vite. Je vais le plus rapidement possible, puisqu'on n'a plus trop de temps, mais en gros, je vais commencer avec des classiques et des trucs qu'on a évoqués. Oh, c'est pas vrai. Il avait promis de nous laisser les chaises. Ah non, pardon, oui. Ouais. si, bon, je refais. Oh, c'est pas vrai. Il avait promis de nous laisser les chaises. Ça me dit rien. Et c'est une scène que j'ai revue il y a pas longtemps qui m'a vraiment fait rire. Je pense que c'est Joey avec Chandler, ça. Exactement. Oui, dans leur appart, c'est ça. Ils se C'est sont fait cambrioler. Exactement. Saison 4, épisode 2, exactement. Ouais. Avec je crois le que meuble c'est- qui est trop grand, qui dépasse sur leur porte de chambre. Là, Et je lui, sais il est pas. enfermé dans l'armoire et t'as Chandler C'est qui ça. le libère et il découvre qu'il n'y a plus les chaises. C'est Et ça. on imagine qu'ils avaient négocié avec le cambrioleur pendant qu'il était dans l'armoire. Enfin, c'est débile, mais c'est super drôle. J'attendais la réplique je te flip quand il Ça aurait- essaye d'apprendre l'espagnol. Alors en fait, franchement, j'ai pris un épisode au hasard. T'as Je bien me suis raison. dit, je vais en tester plein avant de trouver un truc culte, mais non, Non, direct. Tout est surtout culte, saison de 4, là, toute quand façon. ils sont tous les deux dans l'appart, c'est une des meilleures saisons. La première réplique que j'ai trouvée était déjà culte, donc je me suis dit, pourquoi aller plus loin. Exactement. Ensuite, mais qu'est-ce que je fabrique encore ici, moi, alors que je devrais être en train d'empêcher la destruction du futur? Ah, ça, Un c'est indice. Trunks, je pense. C'est Trunks. Dragon Ball, ouais. Dragon Ball, super. Trop facile, ça, Thomas. Mais alors, c'était une petite mise en bouche. Ah bon, d'accord. C'est pour s'échauffer. Voilà. Les trois autres sont peut-être un peu moins évidentes. On a fait de mal. Pardon. On fait pas de mal, on s'entraîne à mordre et à griffer. Ah, ça, c'est les Aristochats. Très bien. Ça, c'est les Aristochats 1812. Oui. Non, ça, c'est ma mort des griffés, oui, c'est les Aristochats. Oui. C'est Berlioz. Ouais. Mais, La violence. Je me rappelle pas du tout de cette scène. Insupportable. Alors, Insupportable. Mais je crois que c'est au Interdit début. aux Oui, moins de c'est au 18 ans. début. C'est au début. C'est au début. Toujours drôle. Il s'entraîne à mordre Très et à violent, griffer. Disney. Ok. Pareil, j'ai revu des scènes, mais. Bah, c'est culte, ouais. Voilà quoi. Bon, ce sera juste ça mon commentaire. Qu'est-ce que c'était bien. Dans le même style. Je m'en allais à l'école quand j'ai vu deux messieurs, deux énormes monstres avec de grands yeux verts. Et ça doit être Pinocchio quand il raconte des cracks. Pourquoi il n'est pas allé. Juste avant que le nez s'allonge. Ouais, tout à fait. Il faut dire que Gédéon et Grand Coquin font assez peur quand même. Il dit pas que des conneries. C'est hein. vrai, ouais, en fait. Moi, je les trouve jusque-là, hyper malaisants ces deux personnages. hein, donc. Jusque-là, il était plutôt. Michel plutôt Roux dans qui le vrai. faisait Grand Coquin. Ouais. Et ben en plus, il y avait Roger Carrel aussi Ouais, dans les deux Roger d'ailleurs. Carrel, oui. Je le enfin, connaissais ouais, bien, mais- j'ai connu tout gamin, Roger. Ouais. Ça devait être dingue. Magnifique. Le Bah, nombre en plus, de- notamment, je crois qu'il avait demandé pour ces scènes à enregistrer avec nous. Il voulait pas du tout être fait à part parce que souvent on faisait les enfants à part. Mais Roger il voulait enregistrer avec moi, avec nous, parce il était dans les Aristochats aussi, il faisait Roquefort. Ouais. Donc je l'ai connu tout petit. Et Roger. c'est pas lui qui faisait Woody Woodpecker à une époque que Ah tu non, as du coup alors non, remplacé. alors c'est comment il s'appelait, Guy Pierrot qui Ah oui. faisait Max Amonas. C'est Et qui que faisait, j'ai malheureusement, enfin je l'ai remplacé parce que ça devenait de plus en plus bavard en fait, Woody Woodpecker, et c'était un vieux monsieur Guy, mais qui avait une voix très particulière, mais très chouette, qui était très très drôle. Notre bien aimé Bugs Bunny. C'est ça. Et la dernière se jouera en deux mots que je vais essayer de jouer. Pas du tout, non, justement, de pas donner le ton. On va voir si ça marche. Et ces deux mots sont à moi. Moi je sais, alors cherchez. Oui, on sait aussi. Ça me dit quelque chose. Et on pouvait pas ne pas en parler. Ah bah moi j'ai dit c'est pour ça qu'on l'invite. hein. C'est pour ce fou, rôle-là. hein. C'est fou, c'est dingue. c'est les mouettes. En fait, c'est Oui, moi qui ai c'est le les plus de rôles dans Nemo. Oui, c'est ça. C'est moi c'est les qui mouettes. joue le plus de personnages dans Nemo. Mais je veux dire, il est incroyable ce film, mais je crois que c'est la seule réplique ouais. que tout le monde a retenue. Ah ouais. C'est C'est fou, ces hein. mouettes Ouais. qui crient. Et moi, à j'ai moi, passé à moi. 2-3 heures quand même. Ah ouais J'ai cru devenir fou à enregistrer des à moi parce qu'on a fait plein de pistes différentes. Pour avoir en fait l'ingé son pour son mixage, je voulais avoir des à moi de plein de types différents. Donc à moi, très haut, très vite, puis plus bas, plus grave. Parce qu'en fait, pour que ça donne cette impression de masse quand elles s'énervent toutes là, il fallait qu'il y ait qu'il y ait plusieurs pistes quoi. Donc tu passes 2 heures. Non mais je vous dis, on a un métier formidable hein, quand même. Tu arrives le matin, il est 9h30, tu viens de déposer tes mômes à l'école, t'as pris un café, ouais salut. Bon alors regarde, tu fais 10 000 mouettes. Ok cool, pas de problème. Alors on fait comment, tu vois? Et pendant 2 heures, bah non, t'as pas de texte, c'est juste à moi. Ok, bah, pas de problème, à moi. J'ai fait un autre dans le même genre, c'est mot. Alors lui, il en a moins, il est tout seul, mais il dit que mot. Tout le long du truc, il fait mot. Bon, voilà. Mais c'est sympa à faire, c'est ça qui est marrant, justement. Moi, je voulais un boulot où j'ai besoin que ça change tout le temps, sinon les fois où j'étais obligé de bosser au même endroit avec les mêmes gens, au bout d'un moment je deviens fou quoi. Donc là c'est cool, ça change tout le temps. Si tu vois des gens que t'aimes pas trop, ça va durer qu'une journée à peu près quoi. Donc ça va, je suis heureux.
Et juste avant de passer à la dernière partie de l'émission, je voulais qu'on évoque avec toi un dernier rôle culte. Ah, qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est très culte. Bon, c'est un peu plus de niche, mais ça reste quand même très culte. Ouais. C'est Alex dans Buffy contre les vampires. Ouais. Oui, je sais. Tu es décidé. Mais où veux-tu que j'aille d'autre? Tu es mon ami depuis ma plus tendre enfance. Je vis mes dernières heures. Avec qui d'autre les passer? Alors c'est ça ton plan pour m'arrêter? Tu vas essayer de m'attendrir en me disant que tu m'aimes? Ben, je voulais te mener au bord de la falaise et te donner une enclume, mais ça faisait trop dessin animé. Encore une de tes blagues idiotes. J'ai pas envie de rire. Je sais que tu as mal, que tu souffres à un point que je n'imagine même pas, et que tu t'apprêtes à faire quelque chose d'apocalyptiquement monstrueux et stupide. Et regarde, je suis toujours là. Tu es Willow. Ne me donne plus ce nom. Notre premier jour d'école, tu pleurais parce que t'avais cassé ton crayon, et tu avais peur de te faire disputer. Depuis, t'as fait du chemin. Provoquer la fin du monde n'a pas l'air de t'inquiéter. Qui est aussi une série qui est intemporelle et que beaucoup de fans, il y a énormément de fans de cette série. Et c'est un personnage qui paraît un peu naïf, un peu gentil et qui finit par se révéler quand même être assez badass. Toi, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce doublage Bah, ce qui était dingue, c'est qu'alors là, il y avait... j'ai pas composé quoi en termes de rythme de parole là en plus il fallait pas exagérer le côté gogol un peu comme Joey ou Cody, il y avait pas, donc en fait je suis arrivé, j'ai mis les savates quoi, tu vois, j'étais en chaussons, en charentaise, peinard, en robe de chambre, franchement c'était génial de correspondre à ce point. J'ai quand même une voix particulière, on me reconnaît, je peux bouger, mais je veux dire, voilà, en tout cas sur des acteurs en chair et en os, on me reconnaît. Et là, il y avait, voilà, fallait juste jouer les situations, mais j'étais hyper à l'aise. C'est vraiment, c'est dommage qu'il n'ait pas fait plus de choses, il a eu des soucis dans la vie, je crois. Mais c'était un bon acteur, il avait un physique plutôt pas désagréable en plus. Et Buffy, c'était une série particulière. Et c'est vrai que j'ai longtemps cru que c'était un moment comme ça, qu'elle avait un peu disparu. Et on m'a invité à faire un podcast, un truc là-dessus. Et en fait, c'est une série qui a continué sa petite vie, tranquille, comme ça. Et en vrai, il y a une grosse communauté de fans très accros. Hein. Mais il y avait des très beaux épisodes, il y avait des belles choses dans Buffy. Très bons souvenirs. En plus, là aussi, il y avait toute une bande de gens qui s'aimaient beaucoup. Il y avait Nicolas Marié, qui vient d'avoir un César. Oui. Il y avait ma compagne, Malvina Germain, qui faisait Cordélia. Et puis plein de gens, Virginie Ledieu, etc., Laurence Crouzet, et puis Claire Guyot, évidemment. Donc, on était une bonne bande de copains en plus à faire ça. C'est important pour nous. La plupart des gens dans le doublage sont quand même des gens qui viennent du théâtre, de la musique, de la danse, de la troupe, du spectacle vivant. Et c'est vrai que vous allez souvent nous entendre dire que ce qu'on apprécie, c'est de retrouver des équipes. Et une des qualités, par exemple, d'un bon directeur artistique ou d'un bon directeur de boîte de doublage, quoi, c'est de savoir créer des équipes aussi. Oui. Parce que c'est vraiment très important. Alors, on a moins ce phénomène maintenant parce que même avant le Covid, la technique nous permet maintenant d'aller plus vite dans le film. Tout est numérisé. Donc, on avait tendance à nous regrouper. C'est-à-dire, tu viens, tu fais toutes tes séquences de ton épisode. Par contre, on n'était pas tout seul. Tu étais quand même avec les comédiens avec qui tu joues le plus. Mais on avait cette sensation de moins se voir et puis de moins voir les choses dans leur chronologie parce qu'on saute d'un épisode à l'autre parce que maintenant, on peut le faire très vite. Donc, c'est vrai que pour les plus vieux, ça les frustre un petit peu, quoi. Et toi, justement, Marc, est-ce que ça te... Je ne sais pas si tu as déjà été directeur artistique ou pas, ou est-ce que ça te tente? Si. J'ai arrêté. Et j'ai surtout beaucoup dirigé de jeux vidéo. J'ai fait des gros trucs, parce que c'est moi qui me suis occupé de toute la série des Arkham Asylum de Batman. Donc, qui était un gros truc. J'ai adoré faire ça. J'adore travailler avec les comédiens. Mais j'ai arrêté parce que ça prend beaucoup de temps, on t'appelle de moins en moins comme comédien parce que tu es moins libre en fait. Et puis tu as un stress qui à la fin me convenait plus, on va dire quoi. Petit stress latent, certaines pressions et en fait moi j'ai envie de continuer à jouer la comédie quoi. Mais j'aime bien bosser avec les comédiens, ouais, j'adore ça. Et je rappelais, je l'ai pas dit, mais on parlait de l'acteur Nicholas Brendon qui jouait Alex dans Buffy. Ouais, c'est ça. Et on va terminer cette émission sur notre dernière partie qui est une reco VF. Alors soit
avec une VF qui est un peu une pépite de ta voxographie, soit une VF que vous aimez particulièrement. Voilà, il faut choisir un film ou une série que vous ne voyez que en VF. Manon, on peut commencer par toi. Non, mais moi je vais rester sur Jujutsu Kaisen, voilà, j'ai parlé de la VF tout à l'heure et je la trouve incroyable et j'en parle spécialement parce que je trouve qu'il y a encore trop d'a priori et de clichés autour des VF d'animation japonaise et plein de gens en fait crachent sur le travail que font les directeurs artistiques et les comédiens sans même avoir pris le temps d'écouter. Et moi, Jujutsu Kaisen, ça a commencé je crois en octobre ou peut-être un petit peu plus tard, honnêtement je m'en souviens pas, et je savais qu'une VF était prévu et j'ai attendu la VF pour commencer la série et je ne me vois pas la regarder en japonais, même si je me doute que les comédiens japonais sont incroyables parce que voilà, c'est en général il n'y a pas de mauvais seiyuu au Japon, mais je trouve cette VF incroyable et j'étais contente de voir que beaucoup de gens en parlaient et en vantaient les mérites et qu'enfin on reconnaissait le travail derrière les comédiens et les directeurs, donc là en l'occurrence directrice artistique, puisque on l'a dit tout à l'heure, c'est Mélanie Anne-Pailly qui dirige d'ailleurs beaucoup d'autres animés, mais je l'ai trouvé incroyable. Enfin, tous les comédiens sont très très justes et puis au-delà de ça, l'histoire est très très cool. C'est cool, il y a de l'action, il y a de l'humour, donc et n'hésitez pas, je pense que de toute façon les gens qui en ont entendu parler n'ont pas attendu Marocco pour se jeter dessus. Mais voilà, si vous hésitez encore et que vous vous intéressez à la VF, faut pas hésiter, faut pas rester dans ce cliché que les VF d'animés sont mauvaises parce qu'elles sont pas aussi énergiques, parce qu'elles sont pas 100% copier-coller de la VO. On peut pas le faire de toute façon, les comédiens le disent assez, il faut s'approprier aussi la chose culturellement parlant. Et vraiment, Jujutsu Kaisen, c'est un excellent exemple, voilà. Et en plus, c'est récent, donc s'ils veulent pas se lancer dans une VF d'animé qui date des années 80 ou 90, c'est vraiment l'occasion. Je pense que ça peut plaire à tout le monde. On t'a tout dit. Moi aussi, voilà. J'adore cette série. J'ai vu en VO et en VF. Et pour le coup, pour rebondir sur ce que tu dis, la VF adapte la chose et ça apporte vraiment quelque chose en plus. Moi, j'apprécie ça quand je regarde deux versions. J'aime bien je regarde aussi la VO. Et quand ça t'apporte des petits trucs et tu dis ah ouais, il y a une vraie invention dans certains dialogues, etc. Ça, c'est super. Bah, la VF, elle est vraiment pas qu'une traduction. Faut pas le voir comme ça. Sinon, il faut regarder la VO. Exactement. Ou lire les sous-titres. Les sous-titres, c'est des tweets. Il y a des caractères, il y a un nombre de caractères minimum de toute façon. Donc ça exprimera jamais la pensée complètement de la VO, ni l'émotion. La VF, si le boulot est à peu près correctement fait, c'est une adaptation culturelle. Et ça permet aux gens... ça parle à notre inconscient. Tu entends quelque chose qui est dit avec une certaine émotion, une certaine intention. Presque tu l'as entendu avant d'en prendre conscience. Tu as compris la situation et tu perçois les personnages un quart de seconde avant que tu aies conscientisé le truc. C'est ça, une belle VF en fait. Et Jujutsu Kaisen, je vais y arriver. C'est bien, c'était bien. Ouais. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu... Moi, je vais revenir à l'émotion et du coup à l'enfance et du coup à Disney. Parce que je pense que évidemment que la VF, c'est pas que lié à l'enfance, mais je pense que les premières voix qu'on entend dans sa vie et les premiers sons qu'on entend dans sa vie, c'est des sons et des voix qui nous lâcheront jamais. Et donc les Aristochats, Pinocchio, c'est des trucs qui sont quelque part dans ma tête et qui, voilà, ta voix est dans ma tête quelque part, ça c'est sûr. Et ça va sinon la vie? Tout va bien, c'est pas trop cher le psy, tout va bien. Je t'enverrai la note parce que ça va faire beaucoup le nombre de gens qui me disent que j'ai bercé leur enfance. Tant qu'ils ne te demandent pas de tuer des gens, ça va. C'est ça. Disons que c'est une petite partie, mais elle est là quoi. Et si on va encore plus loin, qui est du coup l'adolescence, je reviens à du jeu vidéo là, parce que j'ai vu que tu avais fait aussi des voix notamment les voix principales dans Jak and Daxter et Ratchet & Clank. Ouais, j'ai remplacé une fois sur un des jeux, une fois ou deux d'ailleurs. D'accord. Ouais, je suis pas la voix originale. D'accord. Mais il y a eu un souci, à un moment ils étaient pas libres et j'ai fait un jeu complet. Alors ça c'est vraiment des trucs qui m'ont accompagné aussi plus tard. C'était des super jeux. C'était super jeux. Vraiment. Et toi, Marc, est-ce que tu as un film ou une série que tu regardes que en VF? Que je regarde que... écoute, c'est compliqué mon rapport à la VF. Je vais vous dire, je devrais pas le dire, mais je regarde que des VO. Non, c'est pas vrai. Mais quand je regarde des VF, obligatoirement, j'entends des copains ou j'ai envie d'entendre mon travail. Et je suis encore une fois très critique. Par contre, si je ferais peut-être 2 recommandations vite fait. Je sais que je suis très bavard. J'ai déjà parlé d'épisodes pour Matt Leblanc. C'est pour le voir dans autre chose. Vraiment, je vous conseille. VO ou VF. Mais la VF, ce qui a été cool, on a eu carte blanche, pas de censure.
Il est assez trash, lui. L'écriture est magnifique. Une série, il n'y a que 4 saisons, c'est une mini-série. Il y a une vraie fin dans l'écriture. J'ai trouvé ça génial. Parce que c'est tellement dur de tenir un bon niveau dans les séries et tout ça. Voilà. Donc ça, épisode. Et puis une autre petite série. Il y a un comédien que je double de temps en temps qui s'appelle Michael Raymond James. Ah oui. J'ai dû commencer à le doubler dans Black Snake Moon, un truc comme ça. Black Snake Moon, avec Samuel Jackson. Et en fait, il a fait une série, il n'y a eu qu'une saison, qui s'appelle Terrier, qui est vraiment passée inaperçue, là, alors, qui n'a pas été reconduite, malheureusement. Et là, le pitch de base, on le connaît, un repris de justice qui s'allie avec un ancien flic alcoolo, etc. Mais en vrai, ce qui est intéressant dans cette série, ce sont les personnages, l'histoire des personnages. Et il se passe un tas de trucs, et c'est émotionnellement très fort. Là, on est dans la série dramatique, plutôt. C'est pas drôle. Mais il y a plein de belles choses et j'ai adoré. Et le doublage, l'adaptation est bien faite. Vous pouvez la regarder en VO, en fait, aussi. Mais c'est dommage, cette série est passée un peu inaperçue. Donc, nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à la faire en VF. Donc, il faudrait voir si les gens ont le même à écouter notre VF. Okay. Terrier. Je pense que ça se trouve en DVD, je pense. Oui, c'est noté. Et de mon côté, moi, c'est un film qui est quand même assez connu et qui reste culte et que j'adore, c'est Starship Troopers, où tu joues le personnage de Ace Levy, qui est incarné par Jake Busey. Il me semble que tu l'as doublé plusieurs fois, cet acteur. Non, j'aurais dû, mais ça fait partie de ceux que j'ai pas redoublés après Friends, justement. Mais il est vrai qu'il y avait quelque chose même de Matt LeBlanc dans cette façon un petit peu brute de décoffrage d'être, et notamment derrière il était dans une série qui s'appelait Shasta McNasty, je crois, où c'est pas moi qui l'ai doublé en partie. Bon, il a été très bien doublé par quelqu'un d'autre, en partie parce que ça enchaînait avec Friends, quoi. Et que ce qu'il fait là-dedans, où il est un peu gogol, donc il ne voulait pas remettre Marc Lesser, quoi. Parce que sinon, je me tapais tous les gogols de la télé française, de la télé. Et donc voilà. Mais oui, ce film, très curieux à faire. Sur le coup, je ne savais pas trop. Parce que c'était bizarre, l'ambiance de ce film. Et puis petit à petit, on a compris ce que Verhoeven avait voulu faire. On a été choisi par Verhoeven. Tiens, la petite anecdote sur ce truc-là. On avait fait tous des essais et c'est lui qui a voulu choisir les voix françaises. Mais il s'est pas trop gouré d'ailleurs, je trouve, si je me rappelle bien du cast. C'est super. Était pas mal. C'est super. Moi, Starship Troopers, je le revois ce film en fait. C'est très loin dans mon souvenir. J'encourage en tout cas tout le monde à le revoir, surtout avec ta voix dedans. On a terminé l'émission. Je te remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous, c'est adorable. C'est gentil comme tout de m'accueillir. Je pense qu'on a un peu balayé tous tes rôles cultes. Ouais. Sinon, on fait une deuxième saison. Écoute. Allez, il n'y a plus qu'à. Dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, je sais pas. Pour Gepetto. Ouais, c'est ça. Gepetto. Merci Marc, merci Manon, merci Thomas, merci Arthur à la technique. On se retrouve normalement dans un petit mois et on vous tient au courant du prochain invité. Merci beaucoup, salut. Salut. Salut.